Ok, voilà, donc on est prêt maintenant pour analyser le comportement des structures qui seraient éventuellement donc soumises plutôt à de la flexion plutôt que de la traction. Donc le petit exemple qu'on vient d'avoir en guise d'introduction sur les structures en treillis nous a permis déjà donc de comprendre une série de choses, notamment la redistribution entre sections, et je vais expliquer un peu plus en détail la redistribution en sections. Alors donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est considérer l'exemple d'une section droite qui est rectangulaire de dimension B fois H, et dont le comportement du matériau suit une loi élastoplastique, sigma epsilon, qui est caractérisée par les deux paramètres Fy et E, ou bien E et epsilon y, où en réalité deux de ces trois paramètres suffisent pour caractériser l'entièreté du triplet. Alors ce que vous connaissez bien jusqu'ici, c'est ce qui se passe dans le domaine élastique. Ce qui se passe dans le domaine élastique, c'est quelque chose qui est comme ceci, et qui nous dit que, ben voilà, sous les hypothèses de Bernoulli, les sections droites restent planes et perpendiculaires à l'axe neutre, et par conséquent, epsilon est égal à qui y. Okay, je ne vous ramène pas à la démonstration qui vous a été faite dans un cours de résistance de matériaux, qui explique que la poutre qui initialement, ou l'élément de poutre ds qui initialement a cette position-là, bien après déformation, se trouve comme ceci, où la longueur de l'axe neutre reste inchangée. Il y a une partie qui est plus courte qui se trouve au-dessus de l'axe neutre, une partie qui est étendue qui se trouve au-dessus de l'axe neutre. Et l'hypothèse de Bernoulli consiste à dire que la courbure, elle est proportionnelle à la distance à l'axe neutre. Donc c'est-à-dire en fait que la vraie hypothèse, c'est que la section droite reste droite et perpendiculaire à l'axe neutre, et par conséquent, on constate que la déformation est proportionnelle à la distance, à l'axe neutre. Alors si le matériau est dans le domaine élastique linéaire, ben, on a partout sigma est égal à E fois epsilon, et on peut calculer une distribution de contraintes. Cette distribution de contraintes, ben, on dit qu'on est dans le domaine élastique, vous la connaissez bien, on est capable de calculer la résultante des contraintes qui est associée à cette distribution-là, et ça nous donne un moment de flexion. Je pense que ce que vous avez dû voir dans un cours de résistance de matériaux, c'est probablement le fait qu'on peut remplacer cette contrainte-là par une résultante, remplacer celle-ci par une résultante, qui est égale à la moitié de la surface supérieure multipliée par la contrainte maximale ici. Et le bras de levier, on le connaît, puisque le centre de gravité d'un triangle, il est aux 2/3 de la base. Donc ici, on a 2/3 de la demi-hauteur et 2/3 de la demi-hauteur. Donc ça nous fait au total 2/3 de la hauteur complète. Et donc, ce faisant, on est capable de calculer le moment résultant. Et puisque les contraintes sigma sont liées à epsilon, bien on verra qu'en intégrant les contraintes sigma avec leur bras de levier sur la section droite, BDY c'est dA ou d oméga, eh bien on est capable de calculer la relation moment-courbure dans le régime élastique. Donc je vous le rappelle, elle est ici. Sigma est égal à E fois epsilon. Epsilon est égal à chi y. Donc sigma est égal à E chi y. Et donc on connaît l'évolution de la contrainte sigma en fonction de la hauteur. Il suffit d'introduire là-dedans le E chi y. Le y fois y va nous donner du y carré. Quand on primitive, on a du y cube à faire varier entre h demi et entre moins h demi et plus h demi. Et une fois qu'on a fait le calcul de cette intégrale, on obtient un résultat qui est bien connu et qui est celui qui relie le moment de flexion à la courbure. D'accord? Et bon, tout ceci est valable dans certaines conditions, et les conditions sont que il faut que nécessairement que la contrainte reste inférieure à la contrainte à la limite d'élasticité, à Fy, de manière à ce que partout sur l'entièreté de la section, on puisse effectivement écrire sigma est égal à E epsilon. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si sigma est plus petit ou égal à Fy, on peut écrire une condition sur la courbure. Ok, donc je vous rappelle que l'idée, c'est toujours d'essayer d'avoir une vue macroscopique et de ne pas devoir redescendre jusqu'à la contrainte nécessairement. Donc la condition qu'on pourrait écrire sur la courbure, c'est Fy sur E multiplié par le Y max, c'est-à-dire H demi. D'accord? Puisqu'on se place dans le pire des cas, où la déformation maximale, elle est effectivement observée pour la fibre la plus extrême. D'accord? Et alors le Fy sur E n'est rien d'autre que 1 sur epsilon y.
Alors là, je doute une seconde, qui c'est divisé par h demi, évidemment. Excusez-moi, je me suis trompé, 2 sur h, ici. Et là, on a plutôt donc epsilon y, de manière à faire apparaître ici une quantité qui est epsilon y fois 2 sur h, et qui n'est rien d'autre, par définition, de ce qu'on va appeler la courbure élastique, ou la courbure à partir de laquelle on va sortir dans le domaine élastique. Donc tant que la courbure se trouve entre 0 et cette courbure élastique, donc 2 epsilon sur h, il n'y a absolument aucun problème. La loi entre le moment et la courbure, elle reste bel et bien linéaire, et on a m égale à EI fois qui. Alors on peut aller voir ce qui se passe un petit peu plus loin. Donc qu'est-ce qui se passe donc c'est ce qu'on vient de dire. À un moment donné, il y a une contrainte qui est égale à fy, et qui est atteinte dans une section. Bien, si vous voulez, à un moment donné, les déformations sont telles que la déformation de la fibre la plus extrême est égale à epsilon y. Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura une distribution de contraintes qui est comme ceci. Si on va voir un tout petit peu plus loin, l'hypothèse de Bernoulli reste valable. Donc si l'hypothèse de Bernoulli reste valable, les sections planes restent planes, perpendiculaires à l'axe neutre, il n'y a absolument aucune raison que cette relation-là soit violée. Donc ça veut dire que la déformation reste bel et bien proportionnelle à la distance par rapport à l'axe neutre. Et donc ça veut dire qu'il y a toute une série de fibres qui se trouvent proches de l'axe neutre, à une distance ZE, qui restent dans le domaine élastique, et il y a une série de fibres qui se trouvent au-delà de la limite epsilon y, okay, c'est pareil en traction et c'est pareil en compression, et pour lesquels donc on va rentrer dans le domaine qui est le domaine plastique. Et donc globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un diagramme de contrainte qui ressemble à ceci. Alors bon, le principe reste le même. On peut calculer un moment qui est un moment associé à ce diagramme-là. Bon, il y a juste une différence, c'est que la valeur du diagramme de contrainte, il est tronqué, donc il ne grandit pas, il arrête de grandir comme ceci. Et le bras de levier, certainement, il augmente un tout petit peu. Donc la contrainte max, elle diminue, mais par contre, le bras de levier augmente un petit peu. Il augmente un peu, mais il reste borné par la taille de la section. D'accord ? Le bras de levier, on comprend bien que la résultante, elle va se déplacer ici un petit peu vers le haut, mais elle ne peut pas aller beaucoup, beaucoup plus haut. Et en réalité, le moment qu'on va obtenir, il est plutôt gouverné par le fait que la contrainte max, elle est bornée à fy, et elle ne peut pas augmenter, plutôt que par le fait que le bras de levier augmente un petit peu. Et donc, on peut mener les calculs. Si on mène les calculs, qu'est-ce qu'on va avoir ? La même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, pour une courbure qui est supérieure à la courbure élastique, en réalité, on verra qu'il n'y a pas de borne à cette courbure, donc elle peut être plus petite que juste l'infini. Les contraintes, elles sont données par E est égal à qui fois Y, si Y est plus petit que ZE, donc c'est-à-dire dans un voisinage qui est proche de l'axe neutre, et est égal à FY sinon, en valeur absolue. Donc, je devrais écrire raisonnablement plus ou moins Y. Ok, plus Y dans la zone tendue et moins Y dans la zone comprimée. Donc le moment de flexion au total, qui est toujours donné par cette relation-là, donc c'est la résultante des contraintes sur l'entièreté de la section, d'accord, donc c'est contrainte fois le bras de levier fois le d oméga, tout calcul fait, je vous passe le calcul de l'intégrale, vous pouvez le refaire pour vous entraîner si vous voulez. Bien, l'expression complète du moment de flexion, elle prend cette forme-là. Ok, alors on va voir apparaître une quantité ici qui nous intéresse. Et ce qu'on peut faire, c'est aller voir en fait ce qui se passe au fur et à mesure que epsilon augmente. Donc là, je vous ai montré un cas intermédiaire. Et plus epsilon augmente, vous voyez qu'ici, la valeur maximale de la déformation au niveau de la section droite, elle augmente. Elle augmente, elle augmente, elle augmente. Et en fait, elle augmente même à un point qu'on pourrait même considérer le cas limite. Ça, c'est vraiment le cas limite. Quand epsilon, ou la courbure, tend vers l'infini. Le epsilon max tend vers l'infini. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce cas-là ? Bien sûr, au fur et à mesure que epsilon augmente, on voit que, exactement comme vous le connaissez du diagramme des pivots en béton armé, le diagramme des déformations tourne, pivote autour de ce point-là dans ce cas-ci, et on voit que la zone qui reste élastique,
mais est une zone qui devient de plus en plus petite. Je vais le dessiner correctement, comme ceci, qui est une zone qui devient de plus en plus petite. Et encore plus petite. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Et donc on voit aussi que la zone qui correspond à la zone plastifiée de la section droite est une zone qui grandit de plus en plus au fur et à mesure qu'on augmente la courbure. Okay, c'est vraiment comme si on faisait un calcul à déplacement imposé ou à courbure imposée. On impose la courbure de la poutre et on lui impose d'augmenter, augmenter, augmenter à un maximum jusqu'à ce qu'on arrive dans le domaine qui est le domaine plastique, le comportement plastique de la structure. Et entre les deux, ben on a un comportement qui est un comportement élastoplastique. Pourquoi est-ce qu'on a un comportement élastoplastique? On a un comportement élastoplastique, bien sûr, parce que la loi de comportement qu'on a considérée, elle-même, elle a un comportement élastique, plastique, élastoplastique. Et donc il est logique qu'une version intégrale de ceci, qui est la version intégrale, qui est la résultante des contraintes sur l'entièreté de la section, bien sûr possède également un comportement qui est un comportement élastoplastique. Voilà, alors donc dans le domaine élastoplastique, c'est celui qu'on vient de voir, on a une relation entre le moment et la courbure qui est donnée par cette expression-là. Et l'état plastique, on l'obtient quand on calcule la limite quand Q tend vers l'infini de la valeur de ce moment, et la valeur qu'on obtient quand Q tend vers l'infini, on voit que ici ce terme-là disparaît, puisque Q tend vers l'infini, 1 sur Q tend vers 0. Il nous reste uniquement le terme de devant qui est entouré en bleu, BH carré sur 4 fois FY. Et ça, on va le définir comme BH carré sur 4. Vous voyez que c'est une grandeur qui a les dimensions d'un module de flexion, exactement comme le module élastique. Je vous rappelle que pour la section rectangulaire, le module élastique était égal à BH carré sur 6, on l'a vu ce matin. Et donc le module de flexion plastique est égal à BH carré sur 4, c'est-à-dire 3/2 du module de flexion élastique. Okay, il est un petit peu plus grand. Voilà. Et dans ce cas-là, on atteint la plastification complète de la section. C'est un état qui est tout à fait théorique, je le rappelle, car certaines fibres ont une déformation qui est beaucoup plus grande que la déformation ultime. Par exemple, généralement de l'ordre de 10% pour de l'acier, ou 5 à 10% pour de l'acier. Et donc, de toute évidence, il y a une rupture. On sera au-dessus d'une limite de rupture, ou au minimum, il y a de l'écrouissage qui apparaît avant ce stade. D'accord? Donc, on a un concept qui, il faut quand même s'en rendre compte, qui est un petit peu théorique. Voilà. Alors, si on retrace ces différents régimes sur une loi de comportement moment-courbure, on a vu que dans le domaine élastique, on avait une loi qui était une loi de proportionnalité, donc entre le moment et la courbure, qui nous donne un moment égal à EI fois la courbure. Dans tout le domaine élastoplastique, on a une loi qui est une loi non linéaire, et puis finalement on atteint l'état plastique tout à la fin, avec une valeur où le moment est égal à MPL. Et ce qu'on a pu observer, c'est que pour une section rectangulaire, le rapport entre le moment élastique et le moment plastique est égal à un rapport de 1 pour 3/2. Voilà, alors de nouveau, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de reproduire toute une histoire complète. Et là, en fait, je suis peut-être en train de reproduire la même erreur que l'erreur du treillis tout à l'heure, où je vous ai dit, souvenez-vous, si vous voulez avoir la valeur maximale de l'effort qui correspond à la ruine de la structure, on n'a pas besoin de représenter son historique complet. On peut simplement revenir dans l'équation d'équilibre. Là voilà, ici, on peut simplement dire, à la ruine, x est égal à l'effort normal plastique, y est égal à l'effort normal plastique, et donc on peut calculer le P maximum, la charge de ruine qui va amener à la ruine de cette structure. Et bien c'est la même chose ici en fait. Si on considère que la section droite de la poutre est une structure en soi, on peut calculer le moment plastique de manière très très simple. Et pour calculer le moment plastique très simple, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis simplement en train de dire qu'en fait, on peut regarder la situation où la section est complètement plastifiée, et dans cette configuration où la section est complètement plastifiée, on peut calculer le moment plastique. Et c'est très rapide. Je trouve un petit endroit pour me faire le détail. Voilà, si on veut regarder le détail, je vais le dessiner ici.
Et qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a l'entièreté de la poutre qui est plastifiée. Donc on a une contrainte qui est égale à Fy partout. Donc c'est-à-dire que si je regarde la résultante de la contrainte là-bas, j'ai la largeur de la section fois h demi. D'accord? Donc c'est toute cette surface-là, multipliée par la contrainte Fy. On a certainement la compression au-dessus et la traction en dessous, si c'est en flexion positive. On a la même chose ici, BH demi fois Fy, et le bras de levier entre les deux, mais il vaut simplement H demi. Et donc vous voyez qu'en fait, on n'a pas besoin de s'ennuyer à faire le calcul complet de l'historique de l'augmentation de la courbure sur ce type de section, ou cette section droite de structure en tout cas, pour obtenir la valeur du moment plastique. Okay, donc ceci nous permet de détailler directement la valeur de W plastique ou la valeur du moment plastique, puisqu'il suffit de faire W plastique multiplié par Fy et on obtient le moment plastique. Alors voilà, cet exercice, on peut le répéter pour plein de sections. Je l'ai fait avec vous en détail pour la section rectangulaire. On pourrait faire la même chose pour une section circulaire pleine, une section tubulaire carrée, une section tubulaire ronde, une section en losange, ou bien les sections habituelles en double T, et les sections soit autour de leur axe fort, soit autour de leur axe faible, et une section en croix. Alors si on représente pour chacune de ces fonctions-là la relation moment en fonction de la courbure, dans ce cas-là, vous voyez que j'adimensionnalise la valeur du moment par h cube et Fy, qui en quelque sorte représente une information qui devient donc du coup indépendante du type de matériau qu'on choisit, parce que je divise par le Fy, et qui dépend en fait du volume maximum dans lequel on introduit la matière. Donc ici, je regarde que des profilés qui sont inscrits dans un cube de côté h et de largeur h, et on voit que, évidemment, on s'y attend, que c'est le cube rempli qui a le meilleur des comportements, ou celui qui donne la valeur du moment plastique le plus important. Ça, c'est d'une certaine manière, c'est réconfortant, parce que vous vous souvenez le paradoxe de la matière que j'ai expliqué plus tôt, ben on voit qu'ici, plus on met de la matière, ou si on compare deux situations où dans une des deux, on a ajouté de la matière, eh bien on a un comportement plastique qui est plus favorable. Exemple, j'en montre encore un autre ici. Vous voyez que la poutre en double T autour de son axe fort comme ceci, mais je pourrais très bien la dessiner comme ça en fait. Si on regarde ce qui se passe uniquement autour de l'axe de symétrie ou l'axe de flexion qui est celui-là, mais j'ai le droit de décaler l'âme transversalement vers la gauche, ça revient exactement au même. Mais vous voyez que si je lui ajoute une deuxième âme, eh bien je passe exactement de cette courbe en vert, je passe vers la courbe en bleu. Et donc, en fait, en ajoutant de la matière, en fait, on augmente le moment plastique. Voilà. Alors, on retrouve sur ces diagrammes toute une série de choses que vous connaissez déjà, qui sont, par exemple, que la résistance en flexion autour de l'axe fort, elle est supérieure à la résistance en flexion autour de l'axe faible. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? Vous voyez que la flexion autour de l'axe faible, si je le dessinais comme ceci, en fait, c'est la même chose que la croix qui se trouve là-bas, mais en réalité, j'ai quasiment doublé l'inertie, ou j'ai quasiment doublé, pardon, pas l'inertie, mais la valeur du moment plastique, ce qui revient en fait à doubler l'inertie, puisque l'âme, quand on a une flexion autour de l'axe faible, elle se trouve tellement proche de l'axe neutre qu'elle ne sert à rien, et qu'on ait deux semelles comme ceci, ou qu'on ait seulement une semelle comme dans la croix qui est là-bas, en fait, on a simplement deux configurations qui sont dans un rapport 1 pour 2. Donc on va du simple au double. Ok, alors on a une manière peut-être un petit peu plus futée de normaliser tout ça et qui consisterait à dire ok, on va les normaliser toutes par rapport au moment en plastique. Et ça, c'est assez sympathique comme type de normalisation. Alors on voit qu'on a des pentes qui sont un petit peu différentes. Et pourquoi est-ce qu'on a des pentes qui sont différentes? Parce que toutes ces sections droites, elles ont des moments élastiques différents et elles ont des EI qui sont différents. D'ailleurs, vous voyez que le I sur H puissance 4, en fait, ce n'est rien d'autre que le W élastique divisé par H cube. Je vais l'écrire ici. C'est la même chose que W élastique
divisé par h cube. Et il doit certainement me manquer un facteur 2, parce que W élastique est égal à I divisé par H demi. Donc c'est-à-dire 2I sur H. Donc I est égal à W élastique divisé par 2. Voilà, comme ceci. Tout ça, c'est pour dire que vous voyez que en fait, les points qui sont là-bas correspondent chacun à une des sections dont on est en train de parler. Et vous voyez que l'ajout de matière correspond autant à une augmentation du W élastique que du W plastique, puisqu'on a des points qui, globalement, se trouvent dans une zone avec une corrélation positive. Donc, évidemment, quand on ajoute de la matière, généralement, on essaye à la fois d'augmenter, et c'est un peu l'objectif du design des sections droites de structure, on essaie d'augmenter à la fois le module de flexion élastique et le module de flexion plastique. Qu'est-ce qu'on retrouve sur ces courbes ici? Donc, cette variabilité là-bas, elle est donc inférente au fait qu'il existe une certaine distribution dans le cône dont je viens de parler. Et qu'est-ce qu'on retrouve aussi? On peut retrouver les courbes qui sont là-bas sont ordonnées de cette manière-là. Donc la première, c'est le carré, c'est la courbe bleue. Et on voit qu'au niveau de la courbe bleue, le M sur M plastique correspond à une sortie du régime élastique qui se trouve à peu près ici. Donc ça veut dire qu'en dessous de cette valeur-là, on a un comportement qui est un comportement linéaire, où M est égal à EI fois la courbure. Et donc a fortiori, M sur M plastique est égal à EI sur M plastique fois la courbure, c'est-à-dire M élastique sur M plastique fois EI sur M élastique fois la courbure. Et donc si je représente maintenant tout ceci en fonction de qui sur qui Y, on sort du domaine élastique quand qui est égal à qui Y, c'est-à-dire pour ce point-là. Et là, on a donc une valeur du moment qui correspond au moment élastique, ou bien, si on le divise par M plastique, ME sur M plastique, égale aux 2/3, qui correspond à la valeur qu'on a discutée préalablement. Vous voyez, le rapport entre W plastique pour une section rectangulaire, le rapport entre W plastique et W élastique est de 3/2. Donc W élastique sur W plastique est égal à 2/3. Et donc M élastique sur M plastique est égal à 2/3. Et alors, on voit, donc ça c'est ce qu'on appelle le facteur de forme. Le facteur de forme de la section rectangulaire, il est égal à 3/2. Le facteur de forme, en fait, c'est l'inverse de ce rapport que je représentais, donc c'est M plastique sur M élastique. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a atteint la première plastification dans la première fibre la plus extrême de la poutre en flexion, eh bien on peut monter la valeur du moment de flexion d'encore 50% avant d'avoir et d'atteindre la ruine complète, c'est-à-dire plastification complète de la section droite. Ok, donc ça c'est quand même un gain qui est un gain relativement conséquent. Alors bon, on voit qu'on peut monter plus haut, ce coefficient on peut le calculer, je le laisse en guise d'exercice pour une section circulaire pleine. Et puis alors, on voit qu'il tourne autour de valeurs peut-être un petit peu plus raisonnables pour des sections tubulaires ou bien pour les sections en double T qui sont les sections habituelles. Il faut retenir que pour une poutre en double T autour de son axe fort, si on regarde dans le catalogue ArcelorMittal, on va tourner aux alentours de valeurs qui sont comprises entre 1,10 et 1,15. D'accord? Ici, on a une valeur qui est un petit peu plus importante parce que le profilé que j'ai dessiné là-bas, c'est un profilé qui est tout à fait hypothétique. Il n'y a pas de congé de raccordement, etc., etc. Ok. Et alors, autour de l'axe faible, on va retrouver une valeur... vous vous souvenez qu'autour de l'axe faible, j'en ai discuté, c'est un peu comme si on avait une flexion de deux rectangles, ou une flexion d'une section rectangulaire, et donc c'est logique qu'on retrouve un facteur de forme qui est proche de 1,5. D'accord? Donc ça, ce sont deux nombres qui sont excessivement importants, ou au total, ce sont trois nombres qui sont excessivement importants, et qu'on peut retenir au niveau de ces facteurs de forme. Pour quelle raison? Parce que ce sont les nombres
qui vont permettre de quantifier l'intérêt de passer dans un domaine plastique. Voilà, alors je vous ai marqué ici le petit code MATLAB que j'ai utilisé pour représenter les courbes que vous voyez sous cette figure-là. Je l'ai mis pourquoi? Parce que je pense que dans beaucoup d'autres cours, vous allez calculer des moments plastiques en béton, vous allez calculer des moments plastiques en mixte, et je pense que dans beaucoup d'autres cours, vous allez en avoir besoin. Donc très rapidement, je peux vous expliquer comment le code fonctionne. 501, c'est le nombre de points d'intégration. Donc ce qu'on fait, c'est que dans une section qui a une dimension B en largeur fois un H, on va venir positionner 501 points d'intégration ici, donc c'est-à-dire 500 intervalles. Et pareil sur la hauteur, 500 et 500. Avec tout cela, on va créer un grillage, et avec tout ce grillage, on va venir définir des points où les contraintes sont calculées. Des espèces de points d'intégration, finalement, s'il vous plaît, pour calculer notre intégrale. Donc on a un delta x qui est égal à b sur h, un delta y qui est égal à... Pardon, b sur n, à h sur n. La section droite, alors ça c'est une matrice qui est remplie de 1 et de 0 et qui va vous indiquer où se trouve la matière. Par exemple, avec la formule que j'ai indiquée là-bas, mais si on a B comme ceci et H au milieu, vous voyez que le X va de moins B demi à plus B demi et le H de moins H demi à plus H demi. D'accord? Donc le 0, il est vraiment ici au milieu de la section. Et qu'est-ce que je dis? Je dis que la section droite, cross-section, est égale à... Donc ça veut dire que la valeur de la fonction est égale à 1. Il va me remplir une matrice avec des 1 et des 0, c'est une matrice booléenne. Il va me remplir donc des 1 là où l'abscisse de y est supérieure à 0,4 fois h. Donc au-delà de 0,4h ici et au-delà de 0,4h là-bas, il va mettre de la matière. Ou bien là où l'abscisse de x est plus petite que 0,05b. Et donc, c'est-à-dire qu'au total, ici, on aura une largeur qui vaut 0,1b, et au total, donc une hauteur entre les semelles qui vaut 0,8h. Ça, c'est une manière de définir la section droite. C'est la seule et unique information, je dirais, sur laquelle il faut jouer si vous voulez changer et passer d'une section droite à l'autre. Par exemple, si vous voulez uniquement la section en carré, c'est excessivement facile. Vous allez changer ça, et vous allez mettre cross-section égale ones, c'est-à-dire une matrice composée de 1, n, n. Et donc on n'aura que des 1 dans cette matrice. Alors ensuite, on va imposer la courbure, donc c'est la valeur qu'on va faire varier. C'est-à-dire que progressivement, on va reproduire la loi d'augmentation de la courbure, qui est représentée ici, avec un qui va augmenter. Et le moment, on l'initialise à 0, on donne un module de Young, on donne une limite d'élasticité, on peut calculer le epsilon y, qui est égal à fy sur E. Et puis après, on va boucler sur chacune des valeurs de la courbure imposée. Qu'est-ce qu'on fait? On va calculer les valeurs d'epsilon. Et donc, les valeurs d'epsilon, c'est qui fois y. D'accord? C'est la courbure fois la distance par rapport à l'axe neutre, vous vous souvenez? Et puis, je vais simplement multiplier ça par cross-section, de manière à mettre dans la matrice epsilon des zéros là où il n'y a pas de matière. Ensuite, quand ça s'est terminé, je vais dire quoi? Je vais dire que les contraintes, c'est epsilon fois E si on est dans le domaine élastique, et c'est fy fois le signe de epsilon si on est dans le domaine plastique. D'accord? Et les si, je les gère comment? Je dis simplement, je fais une multiplication élément par élément avec une autre matrice qui me dit abs de epsilon est plus petit qu'epsilon u, ou bien abs de epsilon est plus grand qu'epsilon u. Et donc, grâce à ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement donc obtenir un incrément à la valeur du moment. Et l'incrément à la valeur du moment, je l'obtiens en faisant quoi? Simplement sigma fois la distance par rapport à l'axe neutre. Donc, c'est-à-dire que pour chacun des points d'intégration, donc des 500 fois 500 points, si vous voulez être un peu plus laxiste, vous pouvez descendre peut-être à 100 fois 100, ça donne déjà un bon résultat. Donc pour chacun des 25 000 points, en l'occurrence ici, je vais calculer la contribution dm au moment total. En prenant la valeur de la contrainte, le bras de levier et la petite section sur laquelle ça s'applique. Et puis je le mets en vecteur, colonne, je fais la somme de tous ces nombres-là, donc je fais la somme de tous les nombres dans la matrice dm, et j'obtiens la valeur du moment correspondant. Ok? Le plot qui est là-bas, il faut simplement un plot de la loi moment-courbure.
Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Le facteur de forme, qui est égal à moment plastique sur moment élastique, vaut 1,5 pour une section rectangulaire. Il est proche de 1,5 pour une section en double T, d'axe fort, et il est proche de 1,15 pour une section en double T, 1,5 d'axe faible, puisque ça s'apparente à un rectangle, et 1,15 pour une section de double T d'axe fort. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les profilés trapus et bien remplis, comme le rectangle, le cercle et le losange, ont un facteur de forme plus grand, c'est-à-dire une transition plus lente entre moment élastique et moment plastique. Je ne vais peut-être pas tout à fait illustrer, mais si on regarde effectivement le moment où, quand on a un profilé comme ceci autour de son axe fort, on quitte le domaine élastique, ben en fait on se trouve seulement à 1 divisé par 1,15, c'est à peu près à 0,9 ou 0,95, et donc on est beaucoup plus proche de la valeur du moment plastique. Je ne l'ai pas dit non plus, mais en fait, du coup, on est peut-être beaucoup plus à même de vouloir simplifier la modélisation et se dire qu'en fait, on va faire l'hypothèse que ceci monte tout droit jusqu'à M plastique, et puis qu'au bout du compte, on a une loi qui s'apparente à ceci et qui reste sur la valeur de M plastique. Et cette loi-là, pourquoi est-ce qu'on aurait tendance à l'utiliser? Parce qu'en fait, elle est excessivement simple. Elle est caractérisée par deux paramètres, exactement comme notre loi de comportement au niveau de la contrainte, qui est paramétrée par ces deux paramètres. Ceci qui s'apparente à E, et celui-là qui s'apparente à FY. D'accord? Ça, on va le faire dans un instant, mais évidemment, c'est d'autant plus vrai et d'autant plus acceptable que le facteur de forme est proche de l'unité. Pour un facteur de forme qui est proche de 1, ou bien regardez ici, vous voyez par exemple pour la section en losange ou en diamant, on a un facteur de forme de 2, mais là c'est un petit peu plus compliqué, ou en tout cas il faut faire preuve d'un petit peu plus d'imagination pour se dire qu'on fait du bon boulot quand on remplace la loi moment-courbure par une loi moment-courbure qui ressemblerait à ceci, où on fait quand même une erreur qui est quand même conséquente. Ok, donc les profilés trapus et bien remplis, c'est-à-dire le rectangle, le cercle et le losange, ont des facteurs de forme plus grands, une transition plus lente entre moment élastique et moment plastique. Le profilé en croix, un moment plastique moitié de celui en double T, on l'a vu. Le tube carré et le profil en T autour de l'axe fort ont des comportements sensiblement les mêmes. La courbe W élastique, W plastique montre une forte corrélation, elle résulte de l'utilisation plus ou moins optimale ou rationnelle de la matière, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Donc de façon générale, le moment élastique reste accessible lorsqu'on connaît le module de flexion élastique W plastique. Donc ça c'est quelque chose qui est excessivement simple à calculer. Le module de flexion élastique, on le connaît, vous le connaissez de vos cours de résistance matériaux, vous pouvez l'évaluer facilement. Et ce qu'on vient de dire ici, c'est que le moment élastique, donc du coup on peut le calculer de manière assez simple aussi, puisque le moment élastique, c'est simplement... ici c'est un W élastique. C'est simplement W élastique fois la contrainte FY. Et ensuite le moment plastique, il est accessible. Lui, il est accessible, je dirais même c'est d'autant plus facile, puisqu'il suffit de faire un simple équilibre, ça c'est excessivement important. On n'a pas besoin de reproduire l'historique complet qu'on a fait tout à l'heure, et on est capable de déterminer le moment plastique sur simple connaissance de l'équilibre, de ce qui se passe, et en réalité, une fois qu'on connaît le moment plastique, on peut en déduire le W plastique. Voilà, donc tout ça c'est assez rapide. Alors qu'est-ce qui se passe quand maintenant on a une section qui est symétrique autour de son axe de flexion, ou une section doublement symétrique, comme on vient de le voir avec la section rectangulaire? Eh bien en fait, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Il suffit donc, si on veut calculer le moment plastique, et si on a envie de le déterminer, il suffit de regarder autour de l'axe neutre, de découper la structure en deux zones qui sont une zone comprimée et une zone tendue. Voilà, comme ceci. Regardez où se trouve le centre de gravité. Regardez la même chose en dessous, là où se trouve le centre de gravité. On va appliquer en ces deux points-là une force. Si c'est comprimé ici, donc au niveau du centre de gravité, on va appliquer une force F qui est égale à la section comprimée fois Fy. Ici, au niveau du centre de gravité, on va appliquer une force qui est égale à A plus fois Fy. Très bien, j'ai trouvé. Et puis, la valeur du moment plastique,
On l'obtient comment? On l'obtient simplement en disant 1 plus et A moins, ce sont les mêmes valeurs. Elles sont chacune égales à A demi, la moitié de la section droite, égale 1 plus, égale 1 moins. Et on va simplement multiplier la valeur donc, de cette résultante par le bras de levier, dPL, le bras de levier au moment où on a atteint l'état plastique, et par Fy, et on obtient le moment plastique. Ou bien, si vous voulez, le W plastique, on peut l'obtenir directement en faisant A demi fois la distance des plastiques. Et donc, on a un moment autour de l'axe faible, par exemple, dans le cas B ici, et dans le cas C, autour de l'axe fort, et dans le cas C, on a un moment autour de l'axe faible. Okay, donc tout ça fonctionne aussi. Il n'y a pas besoin que le centre de gravité soit à l'intérieur de la section qui nous intéresse pour que ce soit valable ou que ça ait du sens. Ok, et donc en conclusion, le moment plastique reste accessible par simple équilibre, exprimé en fonction de la section droite A et du bras de levier D plastique entre les centres de gravité des deux demi-parties. Ok, le facteur de forme traduit la notion de redistribution en section, à ne pas confondre avec la redistribution entre sections. Ok, et qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette redistribution en section? Mais ça veut simplement dire que si on avait imposé une valeur de moment qui est bien plus grande que la valeur du moment élastique, donc vous voyez qu'ici on est à 2 doigts d'atteindre la valeur du moment élastique, si on avait imposé une valeur de moment qui est plus grande que ce moment, eh bien, au lieu d'obtenir une distribution de contraintes qui ressemble à ceci, voilà, c'est ce qu'on aurait eu sinon, eh bien on voit que les contraintes qui sont en réalité des contraintes qui s'arrivent dans cette zone-là, eh bien elles se redistribuent vers l'intérieur de la section. Les contraintes qui sont dans cette zone-là, elles se redistribuent vers l'intérieur de la section dans cette zone qui est cette toute petite zone-ci. Ok, on a la même chose ici. On aurait dû avoir une distribution de contraintes qui ressemble à ceci. Si tout avait été dans un domaine parfaitement élastique, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les contraintes qui sont là-bas, elles se redistribuent ici. Alors le principe de redistribution de contraintes, c'est un peu particulier. J'avoue que personnellement, je ne suis pas super fan, parce que c'est un peu comme si les contraintes enfilaient leurs chaussures et commençaient à se déplacer le long de la structure ou le long de la section droite. Hein, donc c'est pas tout à fait ça qu'on veut dire. On veut simplement dire qu'on a une redistribution de contraintes, c'est-à-dire qu'on a une distribution des contraintes qui est différente de la distribution de contraintes qu'on aurait eue si on avait fait un calcul parfaitement élastique. D'accord ? C'est tout simplement ça que ça veut dire, mais alors j'ai beaucoup de collègues qui vont utiliser la terminologie, donc c'est important de pouvoir l'utiliser, et même plus tard, vous verrez dans votre boulot, c'est une terminologie qui reste et qui est utilisée régulièrement. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la redistribution en section, c'est-à-dire à l'intérieur d'une section. À ne pas confondre avec la redistribution entre sections, qui est celle que j'ai déjà illustrée tout à l'heure avec le treillis élastoplastique. Ok, je vous propose 2-3 petits exercices, ou 2 petits exercices en tout cas ici pour bien comprendre. Le premier consiste à calculer le moment plastique d'une section circulaire pleine. Une section circulaire pleine, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure. Et la deuxième, c'est de valider avec aussi les développements avec une section en losange de diagonale H. Pour les deux, on connaît la limite d'élasticité. Et alors, je vous suggère de valider simplement vos réponses en les comparant aux résultats qui sont donnés dans le diagramme ci-dessus. C'est-à-dire, dans ce diagramme-là, vous avez tout a priori pour valider vos résultats. Ok, donc c'est un petit exercice simple où on vous demande de refaire l'équilibre sur cette section-là, et sur cette section-là, trouver les positions des centres de gravité, et donc calculer les valeurs du moment plastique. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a une section qui est une section qui n'est pas symétrique autour de son axe de flexion? Bien, ceci, c'est ce qu'on connaît du domaine élastique. Je ne vais plus m'amuser à reproduire la loi moment-courbure complète, quoique, en fait, on pourrait très bien le faire avec le petit code MATLAB que je vous ai montré tout à l'heure. Ce que je voudrais faire, c'est simplement regarder les deux cas limites. On a le cas limite élastique, où pourquoi est-ce qu'on voit que c'est élastique? Vous voyez que la distribution de contraintes, elle reste linéaire. Et l'autre cas limite, c'est quoi? C'est le cas limite plastique, où vous voyez que la distribution de contraintes, elle n'est pas linéaire du tout. Elle est même directement à la limite.
on a une partie qui est une partie comprimée au-dessus, une partie tendue en dessous. Et qu'est-ce qu'on a fait? On sait qu'on est en flexion pure, c'est indiqué dans le titre. Et si on est en flexion pure, ça veut dire que la résultante des contraintes sur la section, elle doit être équilibrée. Donc c'est-à-dire que la résultante qu'on va avoir ici en dessous en traction, elle doit équilibrer la résultante qui se trouve ici au-dessus en compression. Et par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la surface qu'on voit ici au-dessus de l'axe neutre, qu'on appellera axe neutre plastique, ANP, est la même que la section droite qui se trouve en dessous de l'axe neutre. Okay? Pour quelle raison? Car n égale 0. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'effort axial dans cette section droite. Donc c'est-à-dire que la résultante des contraintes sur la section, elle doit être égale à 0. Par contre, après, si on veut calculer la valeur du moment, on peut calculer la valeur du moment plastique. Il suffit de regarder le bras de levier entre ces deux résultantes. Ce qu'on vient de dire, c'est que les deux résultantes sont les mêmes, donc ces deux forces sont la même valeur. Il suffit donc de nouveau, exactement comme on l'a fait tout à l'heure, de calculer le D plastique, le bras de levier à l'état plastique, et on calcule ainsi la valeur du moment plastique. D'accord? Alors on a donc deux axes neutres en fait dans une section. On voit que l'axe neutre élastique, il passe par le centre de gravité de la section. C'est quelque chose que vous avez démontré au cours de mécanique des matériaux. Et par contre, l'axe neutre plastique, c'est l'axe bissecteur. Donc c'est celui qui va diviser la section droite en deux sections de même aire, ou d'aire égale. Okay? Et qu'est-ce qui se passe quand la courbure varie de 0 à l'infini? L'axe neutre se déplace progressivement depuis l'axe neutre élastique vers l'axe neutre plastique. Alors, je vous montre un petit exemple ici de la position de l'axe neutre plastique, ZP en orange et ZE en bleu, qui sont les positions de l'axe neutre élastique au-dessus de la borne inférieure, de la partie inférieure de ce profilé en T. Qu'est-ce que je varie? Je varie le paramètre alpha, qui est l'épaisseur des parois. Vous voyez, alpha fois B et alpha fois H. Si alpha vaut 0, on va avoir un profilé qui est excessivement fin, comme ceci, voilà, et on va se rendre compte que l'axe neutre plastique, la largeur est égale à la hauteur, d'accord? Donc l'axe neutre plastique, bien sûr, il va être de plus en plus proche ici, puisqu'on a envie de découper la section en deux zones, la section droite en deux zones d'aire égale, et les deux zones d'aire égale, elles vont s'articuler autour de ce point-là. Et donc, bien sûr, l'axe neutre plastique, il va être quelque part ici. Par contre, le centre de gravité, dans le cas limite, il se trouve un petit peu plus bas. On voit qu'en fait, il est aux 3/4 de la hauteur. Et donc, on a bel et bien deux axes qui sont deux axes à des endroits différents. Là, on a l'axe neutre plastique, et à ce stade, à ce niveau-là, on a l'axe neutre élastique. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que plus le paramètre alpha augmente, et plus la section devient trapue, et à la limite, elle se rapproche même d'une section carrée, pour laquelle, à la fois, l'axe neutre élastique et l'axe neutre plastique se trouvent à la mi-hauteur de la section droite. Voilà. Alors, pour les calculer, on peut les calculer, je donne quelques formules, ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt, c'est un bon exercice à faire par contre pour vous, et qui consisterait donc à calculer pour cette section en forme de T, la position par exemple de l'axe neutre plastique, en disant simplement qu'il faut que la section comprimée et la section tendue doivent avoir la même aire, la sous-section tendue et la sous-section comprimée doivent avoir la même aire, et en écrivant cette équation-là, on a une équation qui nous permet de déterminer la valeur de ZP, donc l'endroit où se trouve l'axe neutre plastique. Voilà, en corollaire, on a évidemment les mêmes moments plastiques, que ce soit en flexion positive ou négative, et la raison pour laquelle on a la même valeur, en flexion positive ou négative, c'est simplement parce qu'on a supposé que dans la loi sigma epsilon, on avait quelque chose qui était symétrique en traction et compression, et donc c'est logique que si on fléchit dans un sens ou dans l'autre, on obtient les mêmes moments plastiques. Et le moment plastique, donc je le rappelle, il est simplement donné par la moitié de la section droite, multiplié par le bras de levier plastique, donc c'est-à-dire au moment où la section est complètement plastifiée, la distance entre les deux centres de gravité, et la limite d'élasticité Fy. Alors, cette symétrie, évidemment, elle est relativement évidente, je vais dire, en section métallique, ou pour des matériaux qui sont des matériaux plutôt de type continu. Par contre, elle est plus vraie du tout, quand on travaille avec des sections qui sont des sections de type béton, ou des sections mixtes. D'accord? Donc, ceci, vous allez voir tout ça dans des cours spécifiques, le cours de béton, si ce n'est pas déjà fait, et le cours de mixte. D'accord? On en reparlera un petit peu plus tard ensemble
au deuxième quadrimestre, où on travaillera ensemble sur le comportement élastoplastique de dalles mixtes, d'accord? Donc des plaques, c'est-à-dire des autres éléments de structure qui ne sont plus formés de poutres uniquement, mais qui sont formés de dalles. Ok, donc je passe et je laisse ces informations aux enseignants qui vont vous enseigner les spécificités de ces deux cours. Alors, je regarde où on peut s'arrêter. Je vais essayer de passer très très rapidement maintenant sur l'effet de l'effort axial. Juste quelques informations sur ces effets-là. Bien, si maintenant, en fait, on imagine qu'au niveau de la section droite, il y a aussi un effort axial, bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Au lieu d'avoir cette distribution de contraintes qui était la distribution de contraintes qu'on avait quand n est égal à 0, eh bien, on va se retrouver sur une distribution de contraintes qui est une distribution de contraintes qui va ressembler à ceci. Et pourquoi est-ce que l'axe neutre plastique se déplace? Bien, tout simplement parce que maintenant que j'ai un effort axial, mais je n'ai plus envie d'avoir la même résultante en compression et la résultante en traction. D'accord? Et là, on voit bien que si c'est une section rectangulaire, et de toute évidence, si l'axe neutre plastique se trouve ici, mais je vais avoir une résultante ici en haut, sur une section, donc la section multipliée par fy, qui est plus petite que la section en bas multipliée par fy. Et cette différence de section multipliée par la limite d'élasticité y va nous donner directement la valeur de l'effort axial. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut virtuellement visualiser cette distribution de contraintes comme une distribution de contraintes qui est coupée ici. Et donc, en fait, on voit quelque chose qui dépend de... qui va nous donner l'effort axial uniquement. Et puis, on va tomber sur une autre zone, qui est cette zone-là, qui va nous donner du moment de flexion uniquement. Et donc, de nouveau, virtuellement, il y en a parfois qui disent aussi que c'était comme si, un petit peu, comme si, donc, la partie centrale de la section droite contribuait à l'effort axial, et la partie extrême de la section droite contribuait au moment de flexion. Bon, de nouveau, je suis moyennement d'accord avec ça, puisque tout participe à tout dans une section droite. C'est juste une vue de l'esprit et une manière de simplifier un petit peu les intégrales. Toutes ces intégrales, donc, ils vont nous permettre de calculer, en fonction de la position de l'axe neutre, la valeur de l'effort axial et la valeur du moment de flexion. Je les ai rapportées dans les notes de cours. Elles sont résumées aussi ici très rapidement, mais je vais passer le détail des calculs parce que ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt. Mais si on calcule l'intégrale des contraintes sur l'entièreté de la section droite, on va récupérer l'effort axial. On obtient une formule qui ressemble à ceci, où E représente l'excentricité, E est ici, représente l'excentricité de l'axe neutre par rapport à l'axe de symétrie de la section. Et pour le moment, on a la même chose. La seule différence, c'est qu'au lieu d'intégrer les contraintes, on intègre les contraintes fois le bras de levier. Et tout calcul fait, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve quelque chose qui est ici, et qui nous donne la valeur du moment. Et donc, en fait, si on a envie de calculer ou de déterminer la position de l'axe neutre connaissant la valeur de l'effort axial, mais si vous connaissez la valeur de l'effort axial qui est appliquée, vous pouvez calculer grâce à cette relation-là la position de l'axe neutre. Le n plastique qui apparaît là, c'est la section droite, donc B fois H fois Fy, tout à fait la même chose que ce que j'ai expliqué pour les barres de tri préalablement. D'accord, donc si on connaît n plastique, on le connaît, hein, c'est lié juste à la géométrie, pareil le H c'est lié à la géométrie. Donc si on connaît l'effort axial n qui est appliqué sur une section droite, on connaît la position de l'axe neutre, E, et si on connaît la position de l'axe neutre, E, alors le m plastique, on se souvient, on le connaît, et on peut connaître en fait la nouvelle valeur du moment m, qui est une valeur du moment qui est réduite, puisque vous voyez que le coefficient qui vient ici devant, il est plus petit que 1, une valeur de moment m qui est réduite par rapport à la valeur du moment plastique, et qui est la valeur maximale du moment qu'on va pouvoir mettre sur cette section droite, compte tenu du fait qu'il y existe déjà un effort axial. D'accord? Donc la valeur du moment, on voit bien qu'il y a un petit déficit par rapport à ce qu'on avait calculé avant, hein, puisque la valeur maximale du moment, elle n'est plus calculée que sur les deux rectangles extérieurs, et donc de toute évidence, la valeur maximale du moment qu'on va être capable d'imposer sur cette structure-là, si vous voulez, ceci, c'est un peu comme si j'écrivais new m plastique, hein, c'est la nouvelle valeur du moment plastique, et bien donc elle est plus petite que ce qu'on aurait eu s'il n'y avait pas d'effort axial appliqué. Ok, alors en termes de notation, on continue malgré tout d'utiliser m plastique qui correspond à la valeur du moment quand il n'y a pas d'effort axial. Ok, celui-là il reste et il doit absolument persister.
On utilise le N plastique pour indiquer l'effort normal plastique quand il n'y a que de la traction ou de la compression. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais généralement, on ne se tracasse pas trop du E, de la position de l'axe neutre. Et si on voit que le 2E sur H qui apparaît là-bas, en fait, il y a exactement son carré qui apparaît ici. D'accord? Donc là, en fait, on n'a rien d'autre que N sur N plastique au carré. Eh bien, on peut faire passer le M plastique au membre de gauche, et on a une équation qui va nous donner le M sur N plastique en fonction de N sur N plastique. Et donc, on voit que si il n'y a pas d'effort axial dans la section, on se trouve à cet endroit-là, c'est ce qu'on appelle une courbe d'interaction. La valeur maximale du moment qu'on peut mobiliser sur la section droite, ben, effectivement, c'est le moment plastique. Si en fait la section n'est pas fléchie mais qu'elle est tendue, l'effort axial qu'on peut mobiliser sur la section, eh bien en réalité, c'est l'effort axial NPL, l'effort axial plastique. Et ce qu'on vient de calculer ici, c'est pour la section rectangulaire, et on vient de calculer l'ensemble de tous les couples N sur NPL et M sur NPL qui mènent exactement à l'atteinte de la ruine ou de la limite de comportement de cette section droite. D'accord? Donc pour une valeur de l'effort axial, ben vous pouvez par exemple lire ici la valeur réduite du moment plastique sur la section au carré. Voilà. Voilà, et ça marche évidemment dans l'autre sens aussi, vice-versa. Si vous connaissez la valeur du moment, ben vous savez quelle est la valeur maximale de l'effort axial que vous pouvez lui appliquer. Alors on peut faire la même chose. Pour les autres, ça se calcule avec le même code MATLAB que celui que je vous ai préparé là-bas et que j'ai présenté tout à l'heure, mais on peut calculer les courbes d'interaction. Vous serez amené à en calculer vous-même pour des lois, de nouveau, des lois de béton et des lois de section mixte. Ces courbes d'interaction sont vraiment des choses qui sont très très importantes. Alors, elles restent symétriques dans le plan N sur NPL et M sur NPL quand les sections sont doublement symétriques ou bien sont fléchies autour de leur axe de symétrie. Quand les sections ne sont pas fléchies autour de leur axe de symétrie, comme dans le cas de ces deux sections en double T, ben vous voyez qu'elles prennent des formes un petit peu particulières. Il y a quelque chose de très spécifique, mais vous aurez l'occasion de le voir dans vos cours de section mixte, par exemple. C'est qu'il est possible d'avoir un moment plastique plus grand que le moment plastique tout seul dans une section droite, simplement en augmentant un petit peu l'effort de compression sur cette section. Ok, je ne vais pas détailler ça trop pour le moment, puisque ça sort un petit peu du cadre de ce cours. Voilà. Donc ceci étant dit, ben, on va être prêt pour démarrer maintenant l'analyse des structures. Je vais vous parler dans quelques instants du concept de rotule plastique.